Bonjour à vous et bienvenue dans le 165e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'arrivée en librairie du 8e tome des aventures d'Aya de Yopougon, une série que l'on doit au scénario de Marguerite Aboué, au dessin de Clément Oubrerie et qui est édité chez Gallimard. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Gunmen of the West, album choral qui nous propulse dans la conquête de l'Ouest et que l'on doit à l'impulsion de Tiburce Auger et des éditions Grand Angle. Je parlerai ensuite d'Il est temps Monsieur Proust, second et dernier tome de Céleste, diptyque de Chloé Cruchaudet, paru aux éditions Soleil, consacré à Céleste Albaré. J'aborderai ensuite la sortie de l'album Nos Mondes Perdus, que l'on doit à la talentueuse Marion Montaigne et aux éditions d'Argo. Ensuite, je vous parlerai de 5 fleurs, titre du 3e tome de la série Le Serpent et la Lance, thriller aztèque que l'on doit à Hub et aux éditions Delcourt. Je vous présenterai une adaptation littéraire, celle de l'immense roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qu'adapte avec talent Georges Besse aux éditions Glénat. Enfin, je terminerai par la sortie de True Love, album sorti en marge de l'exposition consacrée à Posy Simons à la bibliothèque du Centre Pompidou de Paris, titre qui reprend certaines de ses premières histoires et qui est sorti chez De Noël Graphique. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Alors que pendant 12 ans, nous n'avions pas eu de nouvelles histoires à nous mettre sous les yeux, l'an passé était sorti en librairie la 7e livrée des aventures d'Aya de Yopougon. Un an plus tard, voilà que c'est le tome 8 qui débarque entre nos mains. Aya de Yopougon, c'est la garantie d'un véritable bon moment de lecture, un dépaysement qui fait du bien et qui permet de se rendre compte que partout sur Terre, les aspirations sont souvent les mêmes, l'amour et la réussite en tête. Aya de Yopougon est arrivée en 2005 dans tous les rayonnages des bonnes librairies et pour son premier tome, la série est déjà récompensée à Angoulême en 2006 du prix du premier album, un prix déjà amplement mérité. Le titre de la série est un bon résumé de l'histoire puisque nous allons suivre la jeune Aya dans ses aventures du quotidien dans un petit quartier d'Abidjan qui s'appelle Yopougon et que les gens branchés appellent Yop City. Aya a 2 très bonnes copines qui continuent d'être ses amies malgré les aventures compliquées qu'elles ont parfois traversées, Adjoa et Bintou, 2 amies qui ont des aspirations assez différentes de l'héroïne de notre aventure. En effet, Aya est plutôt une adolescente qui grandit en ayant la tête bien solidement ancrée sur les épaules, elle a compris que les études sont une chance à saisir et c'est ainsi qu'elle veut aller le plus loin possible pour devenir médecin. De leur côté, les 2 copines sont le reflet d'un certain statut de la femme, à savoir qu'elles vont tout faire pour se chercher un mari et avoir une situation, percevant par là même la vieille structure familiale que l'on retrouve chez les parents de cette histoire. Ajoutez à cela les garçons, qui ont souvent comme point commun de n'être ni très courageux ni fiables, et nous obtenons une héroïne qui soulève derrière elle un vent de fraîcheur et de modernité bienvenue, une héroïne que l'on écoute de plus en plus au fil des tomes. Voilà le canevas narratif sur lequel la talentueuse Marguerite Aboué, elle-même originaire d'Abidjan, a bâti cette aventure passionnante que je retrouve toujours avec le même plaisir, tant ces personnages si bien campés sont attachants. Dans ce nouveau tome, c'est une Aya en mauvaise posture que l'on retrouve, elle qui est en prison suite aux manifestations étudiantes qui ont mal tourné dans le tome précédent, une Aya qui va aussi s'éloigner de sa famille pour se donner de l'air et respirer.
De son côté, les choses ne sont guère plus réjouissantes pour Bintou, que tout le monde appelle Flora, nom de l'héroïne qu'elle incarne dans la série Gâteuse de foyer, héroïne détestable qui essaye de mettre le grappin sur des hommes mariés. Confondant fiction et réalité, elle se retrouve harcelée par les habitants du quartier qui sont allés jusqu'à mettre le feu à sa maison pour lui faire payer les adultères que la pauvre n'a jamais provoqués, sinon sur petit écran. Pendant ce temps, en France, Innocent fait tout pour rester sur le territoire et vivre librement son histoire d'amour avec Seb, quitte à organiser un mariage blanc avec Sabine, une bonne copine, montrant qu'il n'y a pas qu'en Côte d'Ivoire que la vie n'est pas toujours simple, surtout si l'on est homosexuel. Car en Afrique, c'est Albert, l'ancien petit ami d'Innocent, qui fait les frais de cette découverte par des parents qu'il pensait plus ouverts. Terrible erreur, puisque le père va l'envoyer chez un ami à lui pour le guérir de son mal. C'est ça, Aya de Yopougon, une série qui s'est trouvé le ton juste, utilisé l'art de la palabre, que manie l'héroïne à la perfection, pour aborder des sujets de société très contemporains, en dépit de l'ancrage dans les années 70 de cette aventure. Avec ce ton qui lui est propre, qui s'est développé en parallèle de nombreuses intrigues et rendre le tout très dynamique, on ne s'ennuie jamais en découvrant les aventures réservées à cette micro-société. Bien que l'on soit dans un quartier populaire, la série ne verse jamais dans le misérabilisme, chacun se débrouille à son niveau et fait avec les atouts et les cartes qu'il a en main pour réussir. La série est aussi portée par le dessin si caractéristique de Clément Aubrerie depuis le début, sa mise en couleur lumineuse est autant un motif d'espoir que la force qui émane de certains de ses personnages, à commencer par Aya elle-même. Avec ce trait fin, ce dessin si expressif et de véritables belles cases bien travaillées, qui ne dénature pas la région qui nous intéresse, il sait transporter le lecteur dans ce quartier haut en couleur dans lequel on prend toujours le même plaisir à retourner. Bref, vous aurez compris que si vous ne connaissez pas encore Aya de Yopougon, il est plus que temps de vous pencher sur cette passionnante série avec la garantie que vous ne regretterez pas le voyage. Si vous connaissez, alors vous prendrez certainement le même plaisir que moi de retrouver ces personnages avec lesquels on fait maintenant la route depuis près de 20 ans et que l'on a vu grandir et évoluer au fil des pages. Ce sont les éditions Gallimard qui publient cette très bonne série, rééditée totalement l'an passé. Le nouveau tome est lui disponible en librairie depuis le 15 novembre dernier, et c'est sur 104 pages que vous retrouverez cette nouvelle aventure. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Comme l'an passé et il y a 2 ans à pareille époque, je vous propose de retourner dans l'Ouest américain, terrain de jeu où sévissaient les hors-la-loi à une époque où la conquête de l'Ouest allait façonner définitivement le visage moderne des États-Unis. Après Go West Young Man et Indians, Tiburce Auger et son contingent de dessinateurs hors pair reviennent pour un 3e tome baptisé cette fois Gunmen of the West. La couverture ne fait pas mystère de son contenu, nous avons là un titre qui va faire parler la poudre en mettant au centre des hors-la-loi de toute espèce, même un éléphant, c'est dire des hors-la-loi que l'histoire a parfois fait passer au second plan. En effet, si le grand public connaît bien Jesse James, Billy the Kid ou encore Butch Cassidy, ici il va faire connaissance avec Apache Kid, John Salman, Chris Evans et John Sontag ou encore le malheureux Godfrey, surnommé pour l'éternité le Ghoul de Gettysburg. Si vous me suivez, vous commencez à connaître le principe de cette série. Tiburce Auger s'entoure de certains des dessinateurs les plus à l'aise avec la thématique du western pour faire voyager le lecteur dans les plaines sauvages, doublement sauvages ici, avec les personnalités au centre de ce récit. Fil rouge de cette histoire, le braquage d'une armurerie par un jeune homme manquant d'assurance, braquage qui permettra à l'armurier de passer en revue toutes les pièces de sa boutique, chacune associée à une légende de l'Ouest. Comme sur les précédents tomes, c'est Paul Gastine qui ouvre et referme ce titre, lui dont le dessin lumineux et précis se remarque immédiatement dès la plongée dans l'album. C'est ensuite avec 2 frères que l'on fait connaissance, 2 brutes épaisses qui n'hésitent pas à réclamer le gîte et le couvert aux sympathiques habitants du Kentucky, avant de les tuer sauvagement pour mieux les dépouiller. Les frères Harp,
puisque ces deux dont il s'agit sont mis en dessin par Stefano Carloni, nouveau venu dans cette aventure, dont le dessin semi-réaliste, marqué par des couleurs sombres, reflète bien la coloration générale de ce premier récit. C'est ainsi que d'histoire en histoire, on revisite le territoire américain, allant d'un bordel dans lequel nous entraîne le duo Éric Erangel et Jacques Manini, jusqu'à un cirque, histoire surprenante que l'on doit à Nicolas Dumonteuil et ouverte par Jeff. La grande force de ce titre est de conserver un thème unique, mais de faire varier les époques et les styles avec cette kyrielle d'artistes talentueux qui en met plein la vue durant les 112 pages de ce titre. Dominique Bertaille, Christian Rossi, Paul Vatine ou encore Félix Menet et Benjamin Blasco-Martinez, tous mettent leur talent au service de ce très bon album sorti le 15 novembre dernier en librairie et que publient les éditions Grand Angle. Si bien entendu, tout le monde connaît Marcel Proust, celle qui fut dans l'ombre à son service pendant des années l'est beaucoup moins, mais heureusement, elle fait une belle entrée dans la lumière en bande dessinée, entrée que l'on doit à la talentueuse Chloé Cruchaudet. Céleste Albaré, voilà le nom de cette femme dont on avait découvert le parcours ici même, au moment où je vous avais présenté bien sûr Monsieur Proust, titre de la première partie sortie en juin 2022. Récit passionnant qui permettait de découvrir cette femme venue de la campagne, dans le premier tome, une première partie qui nous laissait sur une double émotion, la possible élection au prix Goncourt de Proust et Céleste qui se retirait du service de l'auteur de la recherche. L'histoire reprend donc là où la première partie nous avait laissé, avec une Céleste qui retrouve son mari Odilon, revenu de la guerre, et une vie qui essaye de reprendre le plus simplement possible son cours, même si entre-temps Céleste s'est habituée au raffinement des manières de Marcel Proust. Ainsi, celle qui est venue de la campagne est devenue une vraie Parisienne, véritable femme à tout faire au service d'un écrivain réputé pour avoir toujours été couvé par les femmes. C'est ainsi que Madame Albaré, sa silhouette longiligne et son énergie communicative vont revenir au service du romancier avec pour la seconder sa sœur Marie qui arrive de province. Pour répondre aux exigences excentriques de Proust, les sœurs ne sont pas trop de deux, d'autant que se profile un déménagement et une consécration suprême pour un auteur qui espère bien rester à la postérité. Avec beaucoup de tendresse et d'inventivité, Chloé Cruchaudet nous parle de cette femme, la seule qui a tenu tête à cette personnalité exigeante et originale, que Céleste, pour se moquer, finit d'appeler mon plumissou. Passage que Marcel Proust glissera dans l'épisode Sodome et Gomorrhe que Chloé Cruchaudet retranscrit en fin d'album, il en dit long aussi sur l'attachement qu'avait le grand auteur vis-à-vis de sa servante. Une vie passée au service de la littérature, une vie passée au service de Marcel Proust, Céleste de Chloé Cruchaudet rend ainsi un bel hommage à ce duo dont on comprend que l'un n'aurait pu exister de la même façon sans l'autre. Côté dessin, à l'image de la langue qu'avait créé Marcel Proust, c'est inventif, vivant, tournoyant, coloré, ça s'affranchit de la case et c'est un pur régal visuel durant les 144 pages de cette lecture. Ce sont les éditions Soleil qui publient ce bel ouvrage, qui forme un tout avec celui paru l'an passé, un deuxième tome passionnant qui s'intitule « Il est temps, Monsieur Proust », que je vous recommande ici plus que chaudement. En parcourant nos mondes perdus, j'ai découvert que je partageais avec Marion Montaigne une véritable passion pour Jurassic Park, même si à l'inverse de moi, elle a fait de cette passion un album sorti récemment en librairie que j'ai trouvé passionnant. Jurassic Park, qu'elle a vu quand elle était jeune et qu'elle a revu à plusieurs reprises depuis, est donc le point de départ de cet album qui va être l'occasion d'en savoir un peu plus, de manière très ludique, sur les dinosaures. Depuis qu'elle est jeune, Marion Montaigne, que l'on connaît aussi sous le sobriquet du professeur Moustache, a cette curiosité chevillée en elle qui la pousse à toujours vouloir comprendre le monde qui l'entoure. Ainsi, elle ne peut pas s'empêcher de regarder quelque chose, comme un film, sans essayer d'aller vérifier quelle part de vérité il recèle et où démarre la pure invention qui ne fonctionne que pour la fiction. Partant de là, elle interroge Jurassic Park au regard des connaissances issues d'années de recherche en paléontologie, des recherches qu'elle prend le temps de nous développer en 6 chapitres et un épilogue dans un ouvrage qui fait 200 pages. Ainsi fait-on un voyage dans le temps pour découvrir comment l'humain a fini par comprendre que certains des os qu'il trouvait dans le sous-sol n'étaient en aucun cas des os humains
et comprendre bien plus tard qu'il s'agissait même d'espèces totalement disparues. C'est qu'à une époque où la religion occupait une place centrale dans nos sociétés, il était compliqué de remettre en question le dessein du grand architecte qu'était Dieu, et le premier qui le fera de manière timide est un certain Buffon. On est alors au XVIIIe siècle. Tout n'est pas parfait dans ces théories, mais il ouvre alors la voie à des héritiers de toute nationalité qui vont découvrir de nouveaux squelettes, affiner les connaissances et représenter de manière plus pertinente ces ancêtres disparus. Ce que nous raconte Marion Montaigne est non seulement captivant, mais c'est aussi amusant et parfois émouvant, car l'autrice y insuffle aussi beaucoup de son histoire intime et familiale. On retrouve avec plaisir son style graphique, héritage de ses albums pour la jeunesse, un dessin foisonnant et caricatural qui participe à la drôlerie de cet ouvrage, d'où l'on ressort avec des connaissances et en ayant passé un bon moment de lecture. Pour autant, l'album est dense et demande une lecture attentive que vous ferez certainement comme moi en plusieurs fois, mais chapitrée, cette bande dessinée se prête plutôt bien à la lecture en épisodes. Ce sont les éditions d'Argo qui publient ce nouveau venu en librairie, un titre qui démontre bien que la bande dessinée est un excellent vecteur de connaissances et que l'on n'est absolument pas obligé de s'ennuyer pour apprendre des choses sur le monde qui nous entoure. Pour le coup de cœur suivant, on remonte l'histoire pour se projeter en 1454 dans un empire aztèque marqué par de mystérieuses morts, des momies de jeunes filles que l'on retrouve par dizaines autour de la cité de Tenochtitlan. Avec 5 fleurs, nous tenons là le 3e tome de la saga Le Serpent et la Lance, qui nous tient en haleine depuis le début et dont l'intérêt ne se dément pas d'un tome à l'autre. Pour rappel, avec cette série prévue en 5 tomes, nous avons là un thriller qui nous plonge en pleine civilisation aztèque, série portée par des personnages forts et une intrigue qui avance lentement mais sûrement alors que nous avons dépassé la moitié du projet. Dans ce 3e tome, ennemi par le passé, celui que l'on surnomme Serpent et Œil-Lance ont décidé d'unir leurs forces pour essayer de mettre la main sur celui qui tue et laisse à l'état de momie des jeunes filles depuis bien trop longtemps. Par un jeu d'aller et retour dans la chronologie, le lecteur comprend ce qui a ancré la rivalité qui existe entre l'intraitable Serpent, qui fait faire les basses besognes par son entourage, et le valeureux Œil-Lance, qui est un personnage qui attire la sympathie. Dans une société où le pouvoir s'apprête à changer de main avec des conséquences possibles pour notre duo, il est plus qu'urgent de mettre la main sur le meurtrier, car 5 fleurs, la nièce de Serpent, a été kidnappée et elle pourrait bien devenir la prochaine victime. L'univers que développe Hub dans cette série est vraiment foisonnant, il est riche et il permet au lecteur de s'attacher à ces personnages que l'on retrouve toujours avec plaisir d'un album à l'autre. J'ai toujours du mal pour ce qui me concerne avec les noms des lieux et des personnages, dont la complexité rend parfois la lecture saccadée, mais c'est un mal nécessaire pour ancrer un peu plus cette aventure dans le contexte historique et géographique singulier que l'auteur manie à la perfection. Ce 3e tome permet de faire avancer l'intrigue et nous entraîne en douceur vers le 4e épisode qui s'intitulera Papillon Tonnerre, du nom d'un personnage que l'on découvre ici et sur lequel je me garderai bien de vous en dire plus. Côté dessin, ça fourmille de détails, on en prend véritablement plein les yeux, tant le tout est très soigné avec un vrai sens du cadrage pour rendre l'ensemble dynamique et des personnages bien campés qui ont beaucoup de caractère. On comprend d'ailleurs qu'Hub ait eu besoin d'un peu d'aide, puisqu'ici Emmanuel Michalak est venu donner un coup de main pour le storyboard, pendant que Lee en assure maintenant les couleurs. Ce sont les éditions Delcourt qui publient cette superbe série, toujours aussi palpitante, un 3e tome disponible depuis le 15 novembre dernier, qui continue de dessiner les contours d'un incontournable du moment. Éternelle Notre-Dame de Paris, pendant que la grande cathédrale sert de refuge aux hommes et aux passions, une femme, Esmeralda, va mettre le feu au corps et au cœur dans une adaptation du roman de Victor Hugo de toute beauté. Après nous avoir livré un Dracula d'une grande intensité et passionnant, c'est à un autre chef-d'œuvre de la littérature que s'est attaqué le talentueux Georges Besse, Notre-Dame de Paris. L'histoire est maintenant bien connue, elle a donné lieu à d'autres bandes dessinées, des films, une comédie musicale et des adaptations que n'ont pas seulement réalisé des Français, c'est dire si le roman a su acquérir une gloire mondiale.
Au moment où la flèche va bientôt de nouveau trôner au sommet de la cathédrale, l'album, lui, va trôner fièrement dans tous les rayons des bonnes librairies qui se respectent, offrant par là même un cadeau de Noël tout trouvé qui fera des heureux. Assurément, sous les crayons de Georges Besse, Esmeralda est plus irrésistible que jamais, sa plastique et sa liberté échauffant les sens de tous les hommes qui vont poser les yeux sur elle, lecteurs y compris. C'est ainsi que Quasimodo, dont la laideur lui permet de se fondre parmi les gargouilles, mais aussi l'artiste Pierre Gringoire, qui doit mettre en scène un mystère, l'archidiacre de Notre-Dame, un certain Claude Frollo, tout comme le soldat Phoebus, aucun ne résiste à la beauté venimeuse et innocente de celle qui est présentée tantôt comme une bohémienne, tantôt comme une égyptienne. Nous sommes le 6 janvier 1482 et dans ce Paris médiéval, la fête bat son plein et toutes les couches de la capitale française sont en ébullition, que ce soit au sein de la cathédrale ou dans ce lieu plus éloigné et plus discret que l'on surnomme la cour des miracles. Dans cette société violente et d'une certaine façon monstrueuse, la beauté d'Esmeralda tranche et les passions qu'elle déclenche chez les hommes finiront par lui être fatales. C'est cette rivalité amoureuse que l'on découvre dans une version d'Hugo rendue plus contestataire et anarchisante sous les crayons d'un Georges Besse, accompagné ici par son épouse Pia Besse. Avec son dessin en noir et blanc, précis et détaillé, qui n'hésite pas à mettre en avant toute la monstruosité qui réside dans les âmes et sur les corps des hommes, il offre au lecteur une galerie de personnages d'une intensité profonde. Expressif, son trait fait revivre le roman de Victor Hugo de façon magistrale, offrant là un écrin de toute beauté pour que l'on puisse redécouvrir à l'envi ce monument de la littérature française, devenu intemporel avec le temps. Ce sont les éditions Glénat qui publient cet album, qui existe aussi dans une édition Prestige à la couverture rouge et noire, un titre sorti le 22 novembre dernier, que l'on vous recommande fortement, à plus forte raison si c'est une histoire qui vous a déjà marqué par le passé. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en donnant de la place à un ouvrage spécial, à mettre en lien lui aussi avec un événement spécial, l'exposition Dessiner la littérature consacrée à Posy Simons à la bibliothèque du Centre Pompidou de Paris. True Love est le nom de l'ouvrage qui accompagne cet événement. True Love est aussi le nom d'un court récit que l'on doit à l'autrice d'origine anglaise, un récit qui paraît pour la première fois en France. Le livre, sorti en librairie le 25 octobre dernier, se présente en 3 parties, une première qui revient sur le travail et l'œuvre de Posy Simons, une seconde qui présente des inédits de l'artiste édités en France, et une dernière qui propose sur une 20aine de pages une interview passionnante et riche en informations. C'est en 1981 qu'est paru True Love, un récit en noir et blanc tout juste relevé par des touches de rose et de rouge pour mieux symboliser l'amour, thème central de cette œuvre que j'ai parcouru avec délectation. 20 ans avant que ne paraisse Gemma Bovary, son premier roman graphique, Posy Simons pose déjà ici les bases de ce qui sera son style et ses thématiques, faisant d'une jeune femme quelconque l'héroïne de son histoire. Elle s'appelle Janice Brady et travaille dans une agence de publicité où elle y aime en secret un certain Stanhope Wright, homme à femme qui sait les manipuler pour obtenir ce qu'il veut. Se croyant aimé de ce dernier, Janice s'imagine des scénarios tous plus romantiques les uns que les autres dans sa tête, quand le Mr. Wright en question n'a pas les mêmes attentes avec les femmes. C'est ce décalage qui rend les situations amusantes, d'autant que rapidement, en plus d'avoir une épouse officielle, Stanhope s'entiche de Victoria Medlicott avec lequel il flirte au bureau et en dehors. Véritable romance graphique, comme le suggère le sous-titre de l'ouvrage, c'est surtout l'occasion de découvrir cet inédit, suivi de 3 petites histoires publiées dans des journaux et des revues anglaises, avec lesquelles Posy Simons a collaboré. Ouvrage passionnant pour découvrir le travail de l'artiste, True Love sera aussi une belle entrée en matière à qui veut découvrir l'exposition, d'autant que sont reproduits des documents préparatoires et des planches de l'autrice britannique. À noter que l'exposition parisienne sera visible jusqu'au 24 avril prochain, ce qui laisse le temps de s'y rendre, avec en plus l'avantage d'être totalement gratuite pour découvrir cet univers foisonnant et passionnant. Ce sont les éditions de Noël Graphique, partenaires de l'exposition, qui publient cet album au format souple et qui fait 144 pages, un titre dans lequel je me suis plongé avec gourmandise.
Ainsi se termine ce 165e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie au 8e tome des Aventures d'Aya de Yopougon, une série que l'on doit au scénario de Marguerite Aboué, au dessin de Clément Aubrerie et qui est édité chez Gallimard. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 25 septembre, jour de Noël, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.